Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, Malinka d'Auverney. La plupart des thérapeutes commencent à exercer après avoir été formés à une approche thérapeutique. Nombreux sont ceux qui se rendent compte rapidement des limites d'une telle pratique. Ils s'intéressent alors à d'autres types de psychothérapie pour élargir leur éventail de techniques thérapeutiques, afin de pouvoir mieux répondre aux demandes des patients. Ainsi, ils évoluent vers une pratique de psychothérapie intégrative, même s'ils ne l'admettent pas toujours ouvertement. Ce mouvement intégratif en psychothérapie a débuté aux États-Unis dans les années 30. Il s'est développé et a abouti, en 1983, à la création de la Society for the Exploration of Psychotherapy Integration, qui est une association interdisciplinaire à vocation internationale. En 1998, en France, Lecomte et Castonguay publient un des premiers écrits dans ce domaine intitulé « Rapprochement et intégration en psychothérapie 1 ». La traduction française du livre de Norcross et Goldfried, 2, sur ce courant paraît la même année. En 1997, Alford et Beck sortent un ouvrage sur le pouvoir intégratif de la thérapie cognitive, 3. Dans les années 90, une enquête effectuée sur 800 thérapeutes aux États-Unis révèle que 68% d'entre eux pratiquent une psychothérapie éclectique ou en général, ils intègrent 4 techniques thérapeutiques différentes. Pour être efficace, une psychothérapie intégrative doit reposer sur certains principes. En particulier, il faut qu'elle traite la personne dans sa globalité en l'aidant au niveau affectif, comportemental, cognitif et physiologique. Elle vise l'intégration de la personnalité avec une approche unifiante. L'hypnothérapie suit également ce courant, et ce congrès se propose de vous montrer comment différentes formes de thérapie peuvent être intégrées à l'hypnose, ce qui aboutit à une hypnothérapie intégrative marque déposée. Au cours de cette journée, nous verrons comment l'hypnose peut être associée à la thérapie comportementale et cognitive, à la sophrologie, à l'intégration du cycle de la vie, ICV, ainsi qu'à l'analyse transactionnelle. Comment l'hypnose peut devenir une alliée privilégiée de l'EMDR. Qu'il paraît également intéressant de redéfinir les liens entre la psychanalyse et l'hypnose. Comment utiliser l'IMO, intégration par les mouvements oculaires, dans le cadre d'une psychothérapie hypnotique. Pourquoi il est nécessaire d'associer l'hypnose à la psychologie de l'énergie, qui constitue un outil novateur et puissant. Les conférenciers d'aujourd'hui vont nous éclairer sur ces points, en illustrant leurs propos de cas cliniques. Référence 1. Lecomte C. Castonguay LG, Rapprochement et intégration en psychothérapie, psychanalyse, béhaviorisme et humanisme. Boucherville, Québec, Gaëtan Morin, 1998. 2. Norcross JC, GOLDFRIEDMR, Handbook of Psychotherapy Intégration. Oxford, Oxford University Press, 1992. TRFR. Psychothérapie intégrative. Paris, Desclés de Brouwer, 1998. 3. Alford B. Beck AT, The Integrative Power of Cognitive Therapy. New York, Guilford, 1997. Hypnose et thérapie, comportementale et cognitive, Malinka d'Auverney. Les thérapies comportementales et cognitives, TCC, sont des psychothérapies qui agissent par l'observation et par la régulation des liens entre la pensée, les émotions et les comportements. 3 vagues successives influencent les pratiques psychothérapeutiques actuelles. La première vague comportementale, qui est issue des théories de l'apprentissage, années 50. La deuxième vague cognitive, qui est née des théories du traitement de l'information et qui repose sur les travaux d'Ellis et de Beck, années 60. La troisième vague émotionnelle, qui résulte du travail sur les prises en charge des troubles de la personnalité et de l'arrivée des pratiques de pleine conscience à usage thérapeutique, années 90. Historique. Les débuts réels des TCC, dans leur forme actuelle, remontent aux années 50, mais de nombreux précurseurs peuvent être retrouvés dès l'Antiquité. Hippocrate, 5e siècle av. J.C. préconisait des expositions aux situations anxiogènes pour les patients phobiques. Des liens existent entre les idées des philosophes stoïciens et certains principes fondateurs des thérapies cognitives actuelles. Épictète enseignait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leur jugement sur les choses.
Cet adage relie les situations, les émotions et les pensées automatiques. Dans ses discours avec ses disciples, Socrate a introduit le débat socratique, qui est un outil très utilisé en thérapie cognitive. Les philosophes des Lumières et les théories de l'empirisme moderne peuvent être considérés comme un jalon du passage de la philosophie à la science en développant la notion que l'apprentissage se fait par association, préparant ainsi les principes du conditionnement. Depuis des millénaires, les yogis contrôlent volontairement leurs fonctions physiologiques, ouvrant la voie aux techniques de relaxation et de biofeedback ainsi qu'aux techniques méditatives de la pleine conscience. La vraie source de l'approche comportementale des TCC est le développement et les découvertes de la psychologie expérimentale qui prend son essor au XIXe siècle, avec la création du premier laboratoire de psychologie expérimentale en 1879 à Leipzig, par Wilhelm Wundt, 1832 à 1920, marquant ainsi l'indépendance de la psychologie scientifique vis-à-vis de la philosophie. La science de l'âme devient la science du comportement. 1. Le comportementalisme. Ivan Pavlov est son précurseur avec le principe du conditionnement classique et de son extinction. Ainsi, si avant de nourrir un chien, nous faisons sonner une cloche, stimulus neutre qui isolément ne fait que dresser les oreilles et tourner la tête du chien, et que cela est répété plusieurs fois, le chien finira par saliver en entendant seulement le son de la cloche avant même que la nourriture arrive. C'est le conditionnement classique pavlovien, type I, répondant, où l'apprentissage est dû à l'association entre des stimuli de l'environnement et les réactions automatiques de l'organisme. À un stimulus provenant de l'environnement S, un organisme O répond par un comportement R. Le comportement répondant est dit associatif et physiologique. C'est une réponse automatique, un réflexe de l'organisme à un stimulus, prise dans le répertoire des comportements du sujet. Actuellement, les règles du conditionnement répondant s'appliquent davantage au système neurovégétatif. S'inspirant des principes du conditionnement classique de Pavlov, John Watson, 1878 à 1958, psychologue américain, fonde le behaviorisme ou comportementalisme, première forme de psychologie scientifique élaborée sous l'angle de comportements observables produits en réponse à des stimuli de l'environnement. Les théories de l'apprentissage connaissent une évolution sous l'impulsion de Skinner, 1904 à 1990, qui développe le principe du conditionnement opérant avec la prise en compte de l'impact de l'environnement physique et social et de ses liens avec le comportement. Différents stimuli, auditifs, visuels, nociceptifs, peuvent être combinés pour observer leurs effets sur le comportement. Ainsi, un comportement adapté peut être développé par une récompense, prise de nourriture en appuyant sur un levier pour un renforcement positif, ou un comportement inadapté peut être supprimé par une punition, par exemple, par un choc électrique. L'apprentissage skinnerien repose donc sur deux éléments, le renforcement et la punition, chacun pouvant être qualifié de positif ou de négatif. Le renforcement est la conséquence d'un comportement qui augmente la probabilité que ce dernier se reproduise. La punition est la conséquence d'un comportement qui diminue la probabilité que le comportement se reproduise. Dans un conditionnement opérant, skinnerien de type 2, instrumental, l'apprentissage est dû aux conséquences d'un comportement, renforcement ou punition, rendant plus ou moins probable la reproduction de ce comportement. À un stimulus provenant de l'environnement S, un organisme O répond par un comportement R qui va avoir des conséquences C sur l'organisme et sur l'environnement. Ce schéma n'est plus linéaire car ce n'est pas un stimulus qui déclenche une réponse, mais c'est un stimulus qui l'évoque. Un comportement opérant est un comportement qui va produire des conséquences renforçantes propres à l'individu, et selon le contexte. En 1969, Albert Bandura II développe sa théorie de l'apprentissage social par imitation de modèles, apprentissage par observation, appelé vicariant ou modeling, qui, en 1977, sera complété par la notion de sentiment d'efficacité personnelle. Ce troisième modèle d'apprentissage est en rupture avec les précédents. Il rappelle que l'homme est un être social. Il démontre qu'un apprentissage est possible autrement que par essai et par erreur, que l'être humain peut apprendre un comportement sans l'avoir effectué lui-même, mais en observant le comportement d'un modèle.
Le modèle suppose un organisme actif où comportements externes, personnes et environnement sont en constantes interactions. L'apprentissage vicariant diffère de l'imitation, car il s'agit moins de reproduire fidèlement le comportement modèle par l'action que de comprendre et d'intégrer les règles du processus qui amène le comportement et ses conséquences. Il est efficace, car il peut se maintenir longtemps. Il nécessite 4 processus. L'attention sélective pour observer et pour coder. La rétention mnésique des informations tirées du modèle. La performance, l'action ou la reproduction motrice. La motivation qui peut intervenir à chacun des stades. Pour Bandura, au renforcement externe de Skinner et au renforcement vicariant, vient s'en ajouter un troisième, l'auto-renforcement qui est un agent de motivation nécessaire au changement. Il est lié à l'anticipation de récompense. Il déclenche les processus d'attention et contribue au sentiment d'efficacité personnelle. La première vague, les thérapies comportementales. En 1952, Joseph Wolpe, 1915 à 1997, marque le passage de la recherche comportementale sur les troubles anxieux au développement d'une psychothérapie comportementale par la désensibilisation systématique, fondée sur le principe de l'inhibition réciproque. Selon ce principe, 2 états antagonistes ne peuvent pas exister en même temps. Ainsi, il n'est pas possible d'être à la fois relaxé, état de détente, et angoissé. Le traitement consiste donc à produire un état psychologique incompatible, être relaxé, avec l'état anxieux pendant l'exposition à l'objet phobique. Lorsque l'exposition graduelle au stimulus anxiogène, en imagination et dans la réalité, est couplée à la relaxation, il s'agit de la désensibilisation systématique. Il existe plusieurs techniques d'exposition dans l'imagination suivies par des activités quotidiennes, ou dans la réalité, le patient est confronté à la situation anxiogène. Cette thérapie va s'appliquer pour le traitement des troubles phobiques, puis s'étendre à celui des pathologies somatiques, des conduites addictives ainsi que des troubles des conduites alimentaires et enfin à la dépression. En 1969, elle va s'enrichir par la méthode du biofeedback, rétroaction biologique, qui conditionne de manière opérante le système nerveux autonome et qui est encore utilisée, notamment en médecine comportementale, dans le contrôle de l'incontinence sphinctérienne. La deuxième vague, les thérapies cognitives. Comme le traitement de l'information par un ordinateur se fait selon le modèle entrée-traitement, sortie des données, les cognitivistes considèrent que le système nerveux central reçoit des stimuli extérieurs, traite ces informations et émet des réponses sous forme de pensée, de paroles, d'émotions ou d'actions. Ils travaillent sur la médiation cognitive qui se produit entre les stimuli externes et les comportements observables. Les troubles psychologiques sont assimilés à un trouble du jugement ou à une irrationalité dans le traitement des informations. L'émotion permet d'avoir accès au discours intérieur et donc à ses dysfonctionnements. Les thérapies cognitives sont fondées sur le postulat suivant: nos difficultés psychologiques sont dues à notre style de pensée et de perception des événements. Il est possible d'apprendre à les modifier. Cette modification aura des effets bénéfiques sur les pensées, mais aussi sur les comportements et les émotions qui en dépendent. 3. La thérapie rationnelle émotive d'Albert Ellis, 1913 à 2007, repose sur le fait que les perturbations psychiques sont le reflet d'un dysfonctionnement dans la manière de penser ou d'appréhender le monde sur la base de croyances erronées. La thérapie s'appuie sur des situations décrites de manière factuelle, ayant provoqué des émotions problématiques qui sont analysées avec le modèle ABCDE, Activating Event Belief Consequent Emotion Disputing Evaluation. Elle s'accompagne d'un travail de rationalisation visant à modifier les modes de pensée, les réactions émotionnelles et les comportements, plutôt que de revenir sur le passé pour comprendre l'origine du trouble. Le thérapeute et le patient vont faire une évaluation critique des croyances erronées et les remplacer par d'autres plus adaptées. Cette confrontation amène à une restructuration cognitive qui sera évaluée lors des situations par une nouvelle grille ABCDE. Aaron Beck a travaillé sur la dépression 4, puis sur l'anxiété 5. Il a créé des échelles d'évaluation de référence comme la Beck Depression Inventory, BDI. Selon lui, les idées négatives sur soi-même, sur le monde et sur le futur alimentent l'état dépressif majeur.
Il en déduit un modèle psychothérapique fondateur de la thérapie cognitive. Ce modèle est circulaire avec des interactions entre les émotions, les comportements, les cognitions, elles-mêmes en relation avec l'environnement et les facteurs biologiques. Le modèle de Beck du traitement cognitif de l'information repose sur l'existence de schémas cognitifs qui sont en grande partie inconscients, car ils se situent dans la mémoire à long terme et proviennent de l'enfance où ils se sont constitués à partir de l'éducation et des expériences vécues. L'objectif de la thérapie cognitive est donc d'essayer d'assouplir les schémas qui, lors de leur constitution, pouvaient être nécessaires, mais qui, en raison de leurs applications rigides et systématiques, deviennent problématiques pour le sujet, car ils conditionnent les pensées automatiques et les réactions émotionnelles. Par exemple, une personne souffrant d'une carence affective fonctionne conformément à la croyance « je ne peux pas être aimé ». Avec l'aide de son thérapeute, le patient accède à ces schémas inadaptés par l'auto-observation des pensées automatiques produites lors de situations ayant occasionné des émotions pénibles. Il peut s'aider de la technique de la flèche descendante, débat socratique, qui consiste à reprendre ses pensées intrusives et à les questionner jusqu'à arriver au postulat du schéma. Dans la thérapie cognitive, avec une attitude d'observateur, le patient remplit une grille où il note la situation, l'émotion ressentie et les pensées automatiques qui lui viennent à l'esprit comme dans l'exemple suivant. Dans une situation précise, chacun ne va pas avoir forcément les mêmes pensées automatiques, car elles sont issues de ses schémas personnels. L'étape suivante consiste à demander au sujet de rechercher et de consigner dans une 4e colonne des pensées alternatives plus positives et plus adaptées à la situation, lui permettant d'assouplir son schéma. Chez Beck, l'émotion est reconnue mais n'est abordée que par le travail cognitif. Dans ses prises en charge de la dépression, il a mis en évidence des distorsions cognitives. Les plus fréquentes sont la pensée dichotomique qui consiste à juger en tout pour rien. La généralisation. À partir d'un seul incident, le sujet étend une expérience malheureuse à toutes les situations possibles. L'inférence arbitraire, tirer des conclusions sans preuve. La maximalisation du négatif et la minimisation du positif. La personnalisation. Surestimer les relations entre les événements défavorables et l'individu. En prenant conscience de ses erreurs de raisonnement et en les corrigeant, le patient peut trouver plus facilement des pensées alternatives et réagir de façon différente aux événements désagréables. Ce travail de restructuration cognitive lui permet de reconnaître les schémas qui le dominent et de tester, dans la réalité, des schémas alternatifs par d'autres comportements. L'action thérapeutique intervient au niveau comportemental, cognitif et émotionnel en améliorant les relations avec l'environnement. La thérapie cognitive a prouvé son efficacité dans la dépression. Elle étend ses indications aux phobies, aux obsessions, aux problèmes sexuels, aux troubles des conduites alimentaires, au traitement des troubles de la personnalité et des psychoses. La 3e vague, les thérapies émotionnelles. Jeffrey Young, 6, élève de Beck, développe une approche intégrative fondée principalement sur les méthodes cognitives et comportementales. Il y intègre des techniques issues de la psychodynamique, de la Gestalt et de la théorie de l'attachement de Bowlby. Son apport majeur est l'identification des schémas précoces inadaptés, SPI. Il consiste en un ensemble de souvenirs, de cognitions, de sensations corporelles et d'émotions sur soi-même et sur ses relations avec les autres. Il se constitue au cours de l'enfance et de l'adolescence. La différence avec Beck est qu'un schéma n'est pas seulement une croyance pouvant être exprimée par un raisonnement logique, mais c'est une partie de l'identité et de la conscience de soi. Les schémas peuvent être positifs ou négatifs, adaptés ou inadaptés. La thérapie va s'intéresser à ceux qui sont devenus inappropriés, dans la mesure où ils sont la conséquence de besoins affectifs fondamentaux non comblés au cours de l'enfance. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.